Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je vous signale que la conférence, vous m'entendez? La conférence va se tenir en anglais, mais selon vos souhaits, selon le nombre de personnes qui se sentent un peu moins exercées dans l'anglais, on peut aussi faire, après quelques passages, aussi un petit résumé. Le PowerPoint lui-même, il est en français, donc vous pourriez suivre le texte, les citations, etc. en français. Donc combien de personnes souhaitent quand même avoir un résumé en français de temps en temps? Ok, quand même. Faisons ça alors. Et je vous laisse, voilà, et bonne chance à Patricia Mesnes. Très bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, nous allons faire... vous m'entendez? Ah, c'est ça, je ne parlais pas dans le micro. Nous allons donc laisser la parole à Madame Patricia Menezes, que je vais présenter en quelques mots. Me dites si jamais je fais des petites erreurs. Madame Patricia Menezes a notamment obtenu une maîtrise en histoire de l'art à l'université d'État de Campinas, donc Unicamp, et un doctorat en histoire de l'art des arts visuels à l'Università degli Studi de Pise, voilà, en 2009. Titulaire d'un diplôme postdoctoral de l'Université d'État de Campinas à nouveau, et possède une expérience en histoire de l'art, en histoire de l'architecture, et a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées à la fois au Brésil et à l'étranger. Et elle est professeure actuellement au département d'histoire de l'Université d'État de Campinas à nouveau. Je vous prie de la saluer et nous allons commencer, et je vais faire de mon mieux pour vous traduire précisément les propos de Madame Menezes. Donc, je vous remercie pour cette invitation à participer de festival d'histoire de l'art. Je suis très heureux de partager ma recherche avec le public. Et je dois m'excuser que je ne parle pas français très bien. Et c'est un discours un peu complexe pour faire tout en français. Et pour ça, je vous présente mes excuses. Je parlerai alors en anglais, mais on a un peu de résumé en français. On va voir. So since the colonial periods, birds have represented a constant symbolic and commercial value in Brazilian visual culture. This conference discusses the different meanings and uses of these animals before the emergence of a new environmental sensibility on the turn of the 20th century and the creation of the first preservationist legislation in Brazil in 1934. I argue that by using a natural element as a visual index of national identity, the question of managing its exploitation as a commodity ultimately became essential to the maintenance of such image. Alors, donc, depuis la période coloniale, les oiseaux, et notamment on va voir les plumes des oiseaux, ont une valeur symbolique et commerciale, et c'est ce dont va parler Madame Menezes aujourd'hui, et notamment à noter aussi cette importance, avec notamment depuis 1924, 1934, la création d'une première loi de préservation des oiseaux et la place des oiseaux dans l'identité culturelle également au Brésil. So let us start from the beginning, from the European point of view. The famous letter of Pero Vaz de Caminha to King Dom Manuel I
which narrates the initial contacts between the Portuguese and the native peoples, already records the fascination caused by the local birds and feathered artifacts used by the natives. Caminha, who was working as a secretary to the captain of the fleet, which first arrived in Brazil in the 1500s, notes, for example, and here a citation from the letter. Would you like to? Oh, I'll just finish the. Okay. So Caminha notes, for example, a hat of long bird feathers with a little tuft of red and very gray feathers like those of a parrot. So you see the citation there. Soon, several of these artifacts change hands to serve as evidence of this exotic land. And I quote, "They traded there for bells and other trifles of little value, which they were carrying, very large and beautiful red parrots, 2 little green ones, and caps of green feathers, and a cloth of feathers of many colors, woven in a beautiful fashion. All these things your highness will see, because the captain will send them to you," he says. Alors depuis, if I may. Yeah. Depuis la lettre que vous voyez ici, donc envoyée à Manuel Ier, roi du Portugal, par Pero Vaz de Caminha, il y a un contexte initial entre portugais et les natifs, les populations natives au Brésil, et une fascination pour les oiseaux locaux et les plumes, ce qui était la première citation. Et par la suite, tous les artefacts faits avec ces plumes d'oiseaux exotiques ont été des preuves de la dimension exotique justement de ce pays quand ces artefacts étaient ramenés, soit décrits, soit ramenés au Portugal. Et c'est la deuxième citation. Parfait. From the beginning, Caminha and his fellow explorers treated these and other feather artifacts as products to be acquired and sent to Portugal, becoming valuable collectible items. And if Brazil wood was considered the main wealth to be economically exploited in the newly discovered colony, tropical birds would play a key role in the construction of a visual imaginary about the Brazilian lands and its inhabitants. The earliest European representations of Brazilian lands focus, as expected, on nature and the customs of the native peoples. In both cases, birds play a prominent role. There are birds that illustrate the abundance and exoticism of the Brazilian fauna, but also feathery depictions of the Tupinambá and Tapuianet natives, as you can see here, and they are using very exuberant feather artifacts, and that's how they are identified as natives. Alors, donc les produits fabriqués avec les plumes étaient transportés au Portugal pour être acquis, qui étaient et économiquement exploités. C'était des objets importants qui marquaient à la fois le voyage et la présence portugaise au Brésil. Et également, dans l'imagerie, l'imagerie se focalisait sur la question de la nature, sur la question des natifs, des populations natives, et notamment sur l'utilisation des plumes dans leur habillage, enfin dans leurs habits et dans leur tenue vestimentaire et dans leurs coutumes, avec évidemment en soulignant le grand rôle tenu par les oiseaux comme une sorte de matière première pour ces objets. Perfect. So here we have other different examples of native Brazilians wearing feather artifacts. And these are 2 portraits of Cunhambebe, who was a chef of the Tamoio people. And he was considered a very ferocious and brave warrior. And the next one is an illustration of this type of decorations that were used by the Tupinambá in the Tapuias. And this is from one of the chroniclers, of the earlier chroniclers in Brazil,
that is Randstaden, and I personally love the name in French. It's so funny. C'est nu, féroce et anthropophage. C'est drôle. And he dedicates, Randstaden dedicates a full chapter of his narrative just to discuss the birds and the feathers that he sees used by the native people in Brazil, and particularly the use of the ibis guara, this bird. So these feathers were the most prized ones. Alors on trouve des exemples à la fois donc, dans ce portrait de Kunyambebe, qui est le chef d'État Moyo, avec cette coiffe notamment que l'on voit, et notamment une ceinture également de plumes ici. Donc des éléments à la fois décoratifs pour une tenue vestimentaire d'un chef qui était connu pour être extrêmement viril, extrêmement grand guerrier, un grand combattant, et aussi des objets plus décoratifs, plus uniquement, on va dire, décoratifs, comme celui-ci. Ça, vraiment, c'est... Ah, c'était, pardon, excusez-moi. Donc, c'est l'objet qu'il a à la ceinture, que vous voyez là, c'est le même objet qui est là, et donc que l'on voit là gravé qui est une illustration d'une chronique de Randstaden, donc effectivement dont le titre est Nu, féroce et anthropophage de 1557, et donc notamment qui a dédié, si j'ai bien compris, un chapitre entier sur les oiseaux et sur les plumes, avec notamment la présence et l'importance de l'ibis guara, que vous voyez là. Perfect. So Randstaden makes this very famous declaration about the native peoples. He says, "There is no community of goods among them, and they know nothing of money. Their treasures are the feathers of birds. That he that has many feather is rich." So this idea of the richness of the native people being the birds and their feathers. So such descriptions contributed to fix an image about the cultures of the New World, of abundance and identification between native man and nature, and created a demand for feather artifacts in Europe. Unsurprisingly, during the Dutch rule in northern Brazil, Governor Johan Moritz of Nassau-Siegen promoted a conscious effort to accumulate feather art pieces and catalog tropical nature. For that purpose, he engaged several artists and naturalists to study the colony. One of them, would you like to? Okay. One of them, so here you see some examples of pieces that come from Johan Moritz's collection. So one of the artists was painter Albert Eckhout, who registered several aspects of the local flora and fauna for the Dutch government, but also their cultural uses, the cultural uses of nature. Take the work, The Dance of the Tapuyas, that you're seeing here, which was probably painted after the artist returned from Europe. It has a very ethnographic trait, showing not only the types of feather ornaments that are used, but also their performative quality. Alors, donc on a sur les plumes représentées aussi, notamment pour la vision européenne, la question de la richesse des populations natives, et sont très vite devenues une forme de symbole des cultures du Nouveau Monde, avec le fait d'associer très rapidement les cultures du Nouveau Monde à la question de l'abondance, la question de l'âge d'or aussi n'étant pas très très loin, et également de relier très rapidement aussi les populations natives à la nature elle-même. Et si bien que par la suite,
Donc j'ai oublié le nom, Johann Moritz, c'est ça. Voilà. Johann de Moritz-Nassau, qui a fondé ensuite. He was the governor of the Dutch colony in Brazil. Voilà, gouverneur de la colonie néerlandaise du Brésil, et dont le nom du musée à La Haye est tiré, le Moritzoi, c'est lui, et donc qui a demandé expressément à des artistes, à des scientifiques, mais aussi à des artistes de venir étudier, cataloguer les objets en plumes, et aux artistes de venir représenter à la fois les objets, la faune, la flore et les cultures, et comme on le voit ici, la danse des tapuyas, qui est un tableau d'Albert Eckhout, et qui a une grande dimension anthropologique, qui a été fait après le retour d'Albert Eckhout en Europe. Voilà. Okay. So Portugal, on the other hand, would only have a systematic approach to mapping Brazilian nature in the 18th century, particularly after the expulsion of the Jesuits. The interest in feathers and birds became institutionalized with the creation of the House of Natural History, popularly called House of Birds. It was founded in 1784, and the house's function was to collect, prepare, and store animal specimens for local study, but also to send them to the Royal Museum of Natural History in Portugal, Real Museu da Ajuda, as it was specified by the law of the time. Not only taxidermized animals were shipped to Portugal, but also many live birds, such as toucans, and they were sent to the garden of Her Majesty Dona Maria I, Mary I. At the same time, another phenomenon began to consolidate, and those were the scientific expeditions. Donc l'intérêt croissant sur la question des oiseaux, sur la question des plumes, a abouti à la création, si j'ai bien compris, au Brésil, de maisons de sciences naturelles, qui étaient aussi appelées maisons des plumes, ou maison des plumes. Des oiseaux. Maison des oiseaux, pardon, c'est ce que je notais en plus, maison des oiseaux, dont le rôle était de garder au Brésil, de collecter les espèces à la fois et vivantes et empaillées, et justement des plumes et des artefacts, pour ensuite les envoyer en Europe au moment, donc on est au milieu du XVIIIe siècle, pour créer et augmenter les réserves, les collections des nouveaux muséums d'histoire naturelle qui étaient créés en Europe. Oui, à Lisbonne. À Lisbonne, notamment. Oui, bien sûr. So Italian naturalist Domenico Vandelli, who was then the director of the botanical garden in Lisbon, the Ajuda Botanical Garden, stimulated travels to collect and map the territory and systematically evaluates the colony's natural resources. This was a strategic initiative for the Portuguese Empire, and the resulting knowledge was considered confidential. So after the transfer of the Portuguese court to Brazil in 1808, the artistic and scientific expeditions became much more frequent due to the opening of the ports and the end of several restrictions to foreign visitors. So numerous travelers from all over the world began to explore Brazilian nature, and here we see one of those that shows a very great abundance of birds. This is from von Martius and Spix. So they began to explore nature, collecting information, specimens, but also creating and circulating new images regarding birds in Brazil.
Donc au début du XIXe siècle, si j'ai bien compris, l'ouverture des ports et la fin des restrictions des voyages vers le Brésil a permis une augmentation justement du trafic, des voyageurs qui pouvaient venir découvrir, étudier et découvrir la nature au Brésil, comme on le voit ici dans cette gravure d'Heinzmann, donc le lac des oiseaux dans le fleuve São Francisco. On le voit, 1830, on est vraiment dans ce début du 19e siècle et cette ouverture aux voyageurs. Parfait. The growing museological culture in Brazil and abroad greatly increased the hunting of birds and other species. Most travelers wanted to take home bird specimens to compose scientific or amateur collections. So here we have a hunting scene. So local slaves returning from a hunting scene. And this one is some examples of birds that were collected in Brazil for the collection of Maximilian van Nooyvliet. So he was an adventurer as well, an explorer in Brazil, and so he has this huge collection of birds, and they're still preserved today. So local legislation allowed the shipment of animal skins and stuffed birds without charging particularly high taxes, and or inspecting the cases, the boxes, as long as the traveler declared himself as a naturalist. Yeah, go. Donc la culture muséologique en hausse en Europe et au Brésil également a entraîné finalement aussi une augmentation de la chasse des oiseaux. On a vu dans cette gravure qui est une représentation d'esclaves qui ont été envoyés à la chasse aux oiseaux et qui reviennent avec les oiseaux et donc pour des collections privées, pour des collections privées à la fois d'oiseaux empaillés, d'objets en plumes, d'objets pour utilisation privée. Et ce qui m'a fait rire juste à l'instant, c'était que Mme Menezes disait que la législation, il y avait justement très peu de législation, puisqu'il était assez facile pour quiconque se présentait comme un naturaliste d'emmener avec lui à la fois des plumes, des oiseaux, des peaux d'animaux. Il fallait simplement se présenter comme un naturaliste aux autorités, mais sinon il n'y avait pas de taxes et il n'y avait pas de législation précise là-dessus. Feathers and birds first appear as part of a national iconography with the coronation of Dom Pedro I in 1822. Jean-Baptiste Debré was commissioned to portray the event, and this is one of the first official images of the new nation. Significantly, the Emperor Dom Pedro I is pictured wearing a green robe with a short yellow cape made of toucan feathers. A piece that was actually used in the coronation ceremony. And as a member of the Portuguese royal family, he legitimized his autonomy and position as a Brazilian ruler with the symbolic use of feathers. Les plumes sont aussi extrêmement présentes dans l'iconographie nationale brésilienne. On est d'accord. Oui. L'iconographie nationale brésilienne, avec le tableau que vous voyez ici, qui est le couronnement de Dom Pedro Ier, et qui porte sur lui une robe verte et une cape jaune, faite en plumes de toucan. Et justement, cette présence du matériau issu du territoire et des oiseaux du territoire renforce sa légitimité comme gouvernant justement du territoire à travers les plumes d'oiseaux brésiliens. The independence of Brazil in 1822 and the formation of an autonomous nation, therefore, did not represent a rupture with the image of the tropical country populated by exotic birds and producer of feather artifacts.
There was, however, a process of modernization on the discourse of tropical abundance and the gradual westernization of feather arts. Dom Pedro's mantle that we see here was already an European version of the indigenous tradition. It was made to resemble typical royal robes, but with tropical colors, ornaments, and materials, abandoning the traditional red, which was used for the Portuguese royal family. Also, his son, Dom Pedro II, used a short feather cape for his own coronation ceremony. So this became a Brazilian tradition for the royal family to use this feather artifact, this feather piece of cloth. As we can see here, so this one is preserved, the first one is not. So this is Dom Pedro II, and he actually used it in all the most formal occasions in the empire. For example, here, so you have, he's giving a speech for the opening of the assembly. Alors, sur les habits, à la fois donc celui-ci qui n'a pas été sauvegardé de Dom Pedro Ier et celui-ci de son fils, Dom Pedro II, ont une forme qui rappelle les habits de cérémonie européens, mais qui se détachent des habits de cérémonie européens, notamment par l'absence de la couleur rouge, qui était la couleur utilisée dans les habits au Portugal, et donc aussi par l'utilisation à la fois de matériaux et donc de couleurs qui sont typiquement brésiliennes et qui étaient des habits utilisés pour les grandes cérémonies, les occasions et les occasions importantes. Et on a donc celui-ci qui a été gardé, que vous voyez là, et le suivant, donc porté par Dom Pedro II à l'ouverture de l'Assemblée générale. So fashion would be one of the main ways of appropriating native traditions in a national discourse. One case in particular will spread the use of feather artifacts to society in general, beyond regalia or royal symbols, and that is the craft of feather flowers. According to several texts and reports from the 19th century, the diffusion of Western feather work in Brazil is linked to the religious production of feather flowers in female convents for the ornamentation of altars. The most complete narrative of this can be found in a French book by Ferdinand Denis called Arte Plumaria, and he informs us that the Ursuline sisters from the convent of Nossa Senhora da Soledade in Salvador, they developed the production of feather flowers in Brazil. And to do this, they bred birds, but they also used the skins of wild birds that they acquired from autonomous hunters. And their work was so elaborate that they received recognition even in Europe. After that, of this beginning of religious origins, this art became secularized, and by the end of the 19th century, there are almost no sisters left in the convent that knew how to do this craft. But we had several companies developing in Rio de Janeiro, in Santa Catarina, in different places of the country. Alors, si I may have mistaken something. Donc, on passe dans l'utilisation des plumes, on passe d'une utilisation essentiellement royale de la famille royale à une utilisation plus large dans la société, notamment d'abord à travers les couvents de religieuses qui se trouvaient au Brésil, qui produisaient feather flowers, donc des fleurs de plumes, des fleurs en plumes, Vous allez voir. Très bien, qui servaient à orner les autels et qui
et qui utilisait à la fois des plumes et des peaux d'oiseaux exotiques, skins of, et qui recevait pour ces objets extrêmement élaborés, extrêmement beaux, une très grande reconnaissance à la fois au Brésil, mais aussi en Europe. Et finalement, cet art est devenu très rapidement, s'est sécularisé très rapidement, puisqu'à la fin du 19e siècle, il n'y avait quasiment plus de sœurs dans des couvents qui savaient faire des fleurs en plumes, et cette technique avait été récupérée par des entreprises qui ont finalement commercialisé ces objets. Parfait. So, according to this narrative, feather flowers would have no relation to indigenous practices, but the public, so accustomed to associating feather arts with native peoples in Brazil, often designated indigenous groups as responsible for the production of feather flowers. So we have two examples here, two short citations showing that. So the first one, this is Mary and Elizabeth Kirby, and they were English authors. They specialized on birds, so they published this book on hummingbirds. And they say, feather flowers made by Indians, so here she thinks it's the Indians that produce these flowers, are considered the loveliest of ornaments by people in civilized countries. So a more nuanced way of thinking we find in the book by Princess Teresa of Bavaria. She visited Brazil, and she says in her travelogue, in her journal, the production of really artistic flowers in hummingbird feathers, which is done by non-Indians, is probably due to a feather industry that has been indigenous to the Indians of Brazil for centuries. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est justement cette production a été vue par les Européens, donc production par des sœurs au départ dans des couvents, puis par les entreprises, a été vue par les Européens comme justement une production essentiellement indigène, avec cette association quasi immédiate qui était faite entre les indigènes, les plumes, la nature dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce sont les deux citations où on se rend compte que dans les témoignages européens, finalement ces objets qui sont issus d'une technique qui n'est pas indigène se retrouvent pensés comme étant des objets indigènes par les Européens, et c'est ce que l'on voit dans les deux citations. Perfect. But the way that Teresa of Bavaria thinks is probably closer to the truth, in the sense that it's very possible to think that this art that developed in this convent in Brazil it can be seen as a combination of native techniques and European techniques. But that's not how you narrate the story. If you want to show that these are religious people that are producing this amazing work, so the role of the natives is kind of hidden. But it's most probably that there's a combination of techniques here. Et finalement, c'est ce qui est peut-être cité dans les deux citations précédentes, à savoir une technique venant des indigènes, n'est pas forcément totalement fausse, puisque c'est sans doute ces fleurs de plumes, ont sans doute été faites en partie avec des techniques indigènes et un mélange de techniques européennes. Parfait. So the feather flowers made in Bahia started calling the attention of local and foreigners, and by the 1830s, they began to be produced and sold in Rio de Janeiro, mostly by women, both free and enslaved. The owners of this business were often French nationals connected to the fashion industry in Paris.
Several of these craftspeople also specialized in the production of natural history articles and other types of Western-style feather art pieces. Thus, Brazil became, at that moment, a major supplier of bird skins, feathers, and zoological artifacts. The products range from floral arrangements, taxidermized birds, hair garlands, insect jewelry, feather fans, with a substantial emphasis on the use of hummingbirds. There's a lot, sorry. Alors, c'est les objets, donc notamment celui que l'on voit actuellement à l'écran, donc étaient vendus essentiellement par des femmes qui étaient soit libres, soit en esclaves, avec les patrons, les propriétaires et les patrons de ces entreprises étaient donc français, souvent de nationalité française, et liés au monde de la mode, ici en France. Et dans le spectre d'objets qui étaient vendus, on pouvait trouver à la fois des arrangements floraux, on pouvait trouver des joyaux qui étaient faits en insectes, oui. On pouvait trouver également donc des animaux empaillés, des peaux d'animaux. Et voilà. And all these products mostly using hummingbirds. And hummingbirds have fascinated Europeans since the early colonial period, but they gained more prominence in Brazilian visual culture from the 1800s on. During a celebration of Brazil's independence that took place in São Paulo in 1822, for example, a parade of women wore arrangements in their hair, garlands in their hair, with hummingbirds, with taxidermized hummingbirds. Suggesting how, from the moment of its formation as a nation, these birds were also incorporated in Brazil's official iconography. J'ai effectivement oublié de mentionner tout à l'heure l'importance du colibri, oui. Colibri dans justement à la fois l'utilisation des plumes de colibri dans ces objets et le colibri lui-même comme oiseau finalement symbolique dans l'iconographie brésilienne. Oui. With the consolidation of a local industry of artifacts with hummingbirds from the mid-19th century, this visibility of these birds became fundamental elements of national identity and started to gain more international airs. For example, American painter Martin Johnson Head, he was very interested in studying and painting hummingbirds, and he chose Brazil as the destination of his travel in 1863. And his visit and contacts with the imperial court were widely publicized in the local papers, reinforcing the narrative of the country as a hummingbird paradise. And Brazilian royalty also contributed to that because many times the princesses would use these feather flowers while visiting abroad and all that. So it was kind of a propaganda, if you could say that. Donc le colibri est vraiment présent dans l'identité nationale à la fois brésilienne, puisqu'il a été utilisé beaucoup par la royauté, comme une sorte de propagande dans justement les habits et les objets, y compris dans des voyages lors de voyages à l'extérieur, mais aussi a été repris par des artistes étrangers, comme on le voit ici, faisant du Brésil une sorte de paradis au colibri, un paradis paradis au colibri. From the 1850s on, many companies started producing hand screens, decorated not just with the feathers, but also with the whole taxidermized hummingbird, which soon became a celebrated local product. And this was happening at the height of the so-called plume boom in Western fashion. So here you see one example, and the Emperor Dom Pedro II actually offered one of those to Princess Alexandra of Wales, later
Queen Alexandra of Wales in 1870, and we see her here dressed for a costume ball as Mary, Queen of the Scots, but she holds the hummingbird fan that she received as a gift from Dom Pedro. Et de nombreuses entreprises ont commencé, en plus de créer des éventails avec des plumes de colibri, ont commencé aussi à créer des éventails avec le colibri entier empaillé dans l'éventail, et qui sont devenus des objets extrêmement appréciés et extrêmement aussi donnés par le roi, offerts par le roi en cadeau justement lors des voyages, comme vous le voyez ici avec la princesse Alexandra, reine d'Écosse, qui a son petit éventail avec le colibri au centre. This type of fan was also regularly taken to world fairs, as we can see. In this photo, this is the Brazilian pavilion in the Philadelphia World Fair in 1876. I don't know if you can see here. These are the feather fans right here, reinforcing the idea of a national image rooted in nature, or more specific, in the exploitation of natural resources. And these objects were chosen. This was a state-funded participation, so it was a discourse from the government. And another interesting aspect raised by this photograph is the combination of fashion accessories and natural history items. As mentioned earlier, it was not unusual for a company to manufacture both products. So this association is another index of the process of westernization of feather arts and their appropriation in a discourse about modernity. Science made these feather fans contemporary. Ce genre d'objets, on pouvait les trouver également, ont été largement diffusés, puisqu'on pouvait les trouver lors des expositions universelles, comme c'est le cas ici au pavillon brésilien de l'exposition universelle de Philadelphie, où vous voyez donc juste là derrière la colonne l'éventail. C'est vraiment une entreprise qui est engendrée et financée par l'État, et qui, philosophiquement, mêle à la fois accessoires de mode et objets de science, objets presque ethnographiques, ou en tout cas accessoires de science et objets plutôt d'histoire, zoologie, d'histoire naturelle. On voit ici Absolument. des oiseaux et des espèces. Oui, donc accessoires de mode aussi. et objets de zoologie, et qui montrent une sorte d'occidentalisation des arts des plumes, finalement. Mm-hmm. So unlike hats, which were also often decorated with feathers, the fans had a very large and even surface that was remarkably suitable for visual communication. So very often, the space started to get used to convey scientific notions about the environment, particularly when the fan presents the hummingbird in a narrative scene, as we can see here, interacting with a fragment of nature. So we can sometimes see the bird approaching a flower or perched over a plant, emphasizing the reality of the hummingbird and his actions as studied by naturalists. So in these objects, there's a clear aesthetic consonance between the works of these feather artists and scientific illustrations and taxidermists. So if we compare, for example, the fans with scientific illustrations of birds and hummingbirds in scientific books, we can see the focus on some I missed myself here just a bit. Some conventional positions that are repeated in the scientific illustrations and also on the fans.
Alors, à la différence donc des chapeaux qui sont décorés de une ou quelques plumes, les éventails qui sont plus larges vont permettre ce genre de processus iconographique, à savoir d'allier, de représenter une forme de discours scientifique très conventionnel finalement, qui se répète, du comportement du colibri en ayant le colibri et des morceaux de nature sur l'éventail, de manière à montrer le comportement, comment vivait le colibri, comment il se comportait par rapport aux fleurs, et cela à la fois d'en faire un objet de décoration et un objet scientifique, mais avec une idée scientifique extrêmement conventionnelle, puisque répétant toujours les mêmes éléments qu'on pouvait trouver dans les illustrations scientifiques auparavant. And here I have an example of that. So this particular fan, which is preserved at the Victoria and Albert Museum, if we compare this to scientific illustration, we can see it's almost a citation. So it's very similar, the way the composition is working. We only have this part of the second bird cut off, but it's basically the same composition. Là, vous voyez qu'il y a la même composition entre le dessin scientifique et l'éventail. On a juste coupé le second colibri sur la gauche et on a véritablement une citation de la partie droite du dessin qui se retrouve sur l'éventail. As one can imagine, all this prominence in the worldwide use and trade of tropical birds has caused not few environmental impacts. The numbers for this market are impressive. For example, a single farm in the state of Rio de Janeiro exported an average of 20,000 hummingbirds per year. This is just one farm. And another number, just to give you an idea, a great bird market like London, for example, negotiated more than 7 million bird skins coming from Brazil and India in one single quarter, so 3 months. So by the last decades of the 1800s, the outrage against the abuses of fashion and the feather market led to the creation of several specific associations for bird protection, such as the Audubon Society in the United States. And cruelty was an argument often used to create empathy for the cause, especially in women, since they were the ones accused of sacrificing the poor birds in the name of fashion. So several countries after that started to pass laws and regulations restricting or forbidding altogether bird hunting and punishing animal abuse. Alors évidemment, tout ce que Mme Menezes a montré jusque-là a provoqué un énorme impact environnemental. Par exemple, une ferme dans la région de Rio de Janeiro pouvait exporter près de 20 000 colibris et alors, un magasin, one shop in England. No, it was a unified market. Un marché entier. London in general. Donc Londres en général pouvait en 3 mois, 3 months, importer près de 7 millions. If I understood well, 7 millions de peaux d'oiseaux exotiques, à la fois venant du Brésil et de l'Inde. Et donc évidemment, à partir de là, se sont créées des associations dans plusieurs pays du monde pour défendre les oiseaux, la Audubon Society aux États-Unis, et des lois vont être créées, et notamment avec cet argument de la cruauté de l'acte et la cruauté présentée notamment aux femmes qui utilisaient à la fois les plumes et les éventails, et cet argument de cruauté leur était présenté directement comme ça pour cesser l'achat et la commande de ce genre de produits. The attempts to control the killing of birds in Brazil, however, were never connected to a romantic view of a tropical fauna being worth preserving on itself, but were rather connected to the idea of the economical management of nature.
For a long time, the only mechanism used was the creation of taxes as a way of discouraging excesses of the plume hunters and sellers. And by the turn of the 20th century, the number of wild birds were drastically reduced, with several species on the verge of extinction. Brazil would only actively engage in fauna and flora preservation movement during the government of President Getúlio Vargas. This is the 1930s, so very late respect to the rest of the world. And at that moment, the ecological impact of this hunting on agriculture was already so significant that birds began to be considered crucial for the country's progress for the first time. So in 1934, the government approved the Fishing and Hunting Code. So we can do that, and then I'll Donc, longtemps au Brésil, l'un des outils permettant, enfin, pour tenter de réduire la chasse et l'utilisation des oiseaux sauvages avait été la mise en place de taxes qui n'avaient d'ailleurs pas forcément bien fonctionné parce que au début du XXe siècle, un certain nombre d'espèces d'oiseaux avaient été proches d'être éteintes. Ce n'est que dans les années 30, sous le gouvernement Vargas, qu'on a commencé, et notamment donc, cette loi concernant la chasse et la pêche, à créer des dispositifs légaux pour mettre un arrêt à cette utilisation. Oui. So you can see here the text of the law and the actual article that interests us, that says for the first time that it is forbidden in the whole national territory the hunting of animals used for agriculture, songbirds, ornamental and other small birds. So hummingbirds would be considered ornamental, parrots as well. And that was the first time that this appears in the Brazilian law. And so to conclude, the 1934 law represents, on the one hand, a reflection of cultural changes in the West regarding ecology, which put external pressure on Brazil to adapt to the norms already in force in other countries. On the other hand, the law can be seen also as a practice of economical management of the country's resources. At the same time, this regulation was a step in maintaining national identity, that is, the natural world that underlies the very notion of Brazil. Et donc, cette loi et ce genre de loi ont engagé un vrai changement culturel, puisque donc c'est aussi la pression extérieure, la pression du commerce extérieur qui a poussé le Brésil à prendre ce genre de loi pour protéger les animaux, mais aussi dans une sorte de retournement, si j'ai bien compris. On a une volonté de préserver des animaux qui sont les animaux identitaires presque du Brésil, alors que pendant toute l'histoire, ces animaux identitaires étaient justement exportés précisément parce que c'était l'identité de ce pays. Donc on a vraiment ce retournement, et ces lois ont aussi cette volonté de maintenir la faune et la flore brésilienne justement dans un bon état. Pardon de cette fin de traduction difficile. Merci beaucoup. Merci. Alors, un peu de temps pour quelques questions. France, vous voulez... Merci beaucoup, Patricia, pour cette communication passionnante. J'avais plusieurs questions, mais peut-être juste deux. On a commencé avec les perroquets, on a fini avec les colibris. Est-ce qu'il y a des changements de mode qui font que le perroquet va être moins utilisé, ou c'était juste là aussi par le biais des exemples qu'on voit que le colibri devient davantage l'oiseau identitaire du Brésil au XIXe siècle. Donc c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est que en fait ces éventails assez spectaculaires et qui
qui sont un cauchemar de conservation aussi, sont en fait entièrement faits de matériaux animaux, puisqu'on Oui. on a parlé des plumes, on a parlé des oiseaux naturalisés, mais on n'a pas parlé non plus des supports qui sont en ivoire et qui proviennent de défenses d'éléphants, eux, donc plutôt chassés en Afrique. Et je voulais savoir si on s'était intéressé aussi à cet autre matériau qui constitue l'éventail. Et est-ce que voilà, il y a une conscience aussi du massacre qui opérait au même moment sur les populations d'éléphants? D'accord. So the first thing, why we started with parrots and ended with hummingbirds, that has to do with a couple of questions. First, the romantic culture. The hummingbird in literature in the 19th century will become like this very important image. So this is one aspect. The other aspect also has to do with the westernization of the feather arts because of the colors. So the colors of the parrots are much more aggressive, and so to make it more suitable for a lady to wear, hummingbird feathers and hummingbirds are more delicate. So that's a change that we see happening. The parrots will all continue to be considered an important part of Brazilian identity, but in the 19th century, the hummingbird gets in competition with that. It rises to a new level. So that was the first question. I don't know if you... Très rapidement, donc le passage des perroquets au colibri. Le colibri a une grande importance dans la littérature, à partir du XVIIe siècle, littérature romantique au XVIIe siècle. Comment ? Un peu, et un peu plus tard évidemment aussi, et donc c'est ce qui explique ce changement, aussi la question des couleurs, si j'ai bien entendu, qui étaient plus douces, plus agréables avec le colibri, des couleurs un peu plus agressives chez le perroquet, ce qui explique ce changement, ce passage de l'un à l'autre. Oui. And the second thing, the materiality of the feather fan. So yes, the handles were made of ivory, but the rest of it was mostly feather. They were usually mounted over a round piece of paper, and they were sewn together, and then attached to the ivory handle. And the outrage for the poor elephants was not so big, I think, in Brazil at least. It was big later, but we still have a huge problem with illegal ivory commerce. But I think it has to do with the fact that they didn't see the animals. It wasn't part of our nature, and they arrived. Those ivory handles arrived from Europe to us. So it was usually French dealers that sold the handles already decorated, carved, and all that. So you don't have the consciousness of the materiality of the actual organic material from the elephant. So that, I think, it's a theory. Don't have proof of that, but I believe that was an aspect of why there wasn't the same reaction to the ivory market. Le fait qu'il n'y ait pas la même réaction entre le marché des plumes et le marché de l'ivoire qui servait donc à faire les manches des éventails est sans doute dû au fait que l'ivoire venait, l'animal mis en danger et tué pour l'ivoire n'était pas présent, n'était pas visible, donc la conscience de l'animal n'était pas immédiate parce que l'ivoire venait, j'allais dire, de France, souvent de France, et arrivait justement en manche d'ivoire sans la présence et la visibilité de l'animal. Ce qui explique cette différence entre prise en compte d'un côté des oiseaux et moindre prise en compte de la défense de l'éléphant.
C'était absolument passionnant, votre conférence. It was fantastic. But I wanted not to make mistakes about some repères temporels. L'industrie a véritablement commencé au XVIIIe et s'est poursuivie jusque fin XIXe, l'industrie des accessoires de mode et principalement, si j'ai compris, des éventails. Quand vous mentionnez le marché londonien qui absorbe jusqu'à 7 millions de peaux, pouvez-vous me le resituer dans le temps, s'il vous plaît? Oui, ça c'était plus ou moins dans la seconde moitié du 19e siècle. Voilà. Ça c'est le sommet du marché de peaux d'oiseaux. Donc les Français étaient les premiers à s'être intéressés à l'aspect ornemental pour la mode ou pas? Non. Yes, because sorry, I go to English now. I'm sorry. No, I it's turn perfect. to French. Because France has, as my colleague can talk about this, a long tradition of working feathers. Okay. So it was a specialty for France, Okay. and when this new fashion of feather flowers and using hummingbirds arose. They were very interested, obviously. Right. And it's also important to remember that at that time in Brazil, the cultural model was French. All right. So everybody sent their kids to study in France. Mm-hmm. So it's a very, there's a connection there as well in terms of migrations of Brazilian and French nationals between the two countries. Right. And last question, those objects cannot last because they are organic. So where are they now? Where are the best pieces conserved to be seen? So they are mostly on European and North American museums because they were being sold to a foreign market. So you have a very nice one at Quai Branly, Musée de Quai Branly. There's one there at least, I know. But you can find them all around Europe and the United States mostly. Yeah. And some of them are in very nice condition, like this one, for example, in Boston. It has a very nice condition. Others, not so much, because it's very delicate, so it's hard. But you can see in several different museums around Europe, in England a lot as well. So France, England mostly, and the United States. So you would say the percentage of remaining pieces would be what? 20%? There are lots of them. Also, because many of them are not in museums. If you go to the website of Maison Drouot, they sell a lot of those. They sell a lot of those. So they are circulating on the market as well. But not so many in museums. And that might be a problem because the ones that are being sold in the private market may be not so well preserved as in a museum. I don't know. On va prendre une dernière question. Je suis vraiment désolé, mais vous pourrez discuter avec Patricia. Mais on... Comment ? Ah pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Oui, alors pour donc effectivement, c'est assez difficile à conserver. Donc il y a beaucoup d'exemplaires qui n'ont pas été très bien conservés. En revanche, on en trouve quand même beaucoup assez bien conservés dans les musées, essentiellement les musées européens, nord-américains. Donc au Quai Branly, ainsi il y avait au Victoria and Albert Museum tout à l'heure un exemple, ou au musée de Boston, comme vous voyez ici. Également, donc ce que disait Madame Menezes chez Drouot, apparemment, un certain nombre sont en vente, mais effectivement, c'est essentiellement, c'était des produits
d'export, donc c'est essentiellement... Voilà, difficilement... Pardon, j'avais oublié la traduction, excusez-moi. Une dernière question? Alors, merci beaucoup de votre conférence. Une petite question. Vous avez parlé surtout des oiseaux morts ou des oiseaux qui sont tués pour prendre les plumes et tout ça. Ce que je voulais savoir, c'est depuis quand, à partir de quel moment, on a l'habitude de prendre, de chasser des animaux vivants pour les présenter dans des cages, pour le simple plaisir, le goût, notamment dans la société brésilienne, je pense la noblesse et la bourgeoisie plutôt, mais aussi pour l'exportation en Europe. Voilà. Merci. Dès le début. Oui, dès le début. Ça commence avec un marché d'oiseaux vifs et des artefacts indigènes. Ça, c'est ensemble, oui. Je ne sais pas. Je peux peut-être ajouter quelque chose à ce sujet, si je peux me permettre. La capture en fait, des perroquets. Le perroquet, c'est une espèce qui est très facilement domesticable de par plusieurs aspects physiologiques de l'espèce. Et il était apprivoisé par les Indiens d'Amérique et d'Asie bien avant l'arrivée des Européens sur ces continents. Et vraiment, dès 1500, on l'a vu dans le texte présenté par Madame Menezes, ça devient vraiment une monnaie d'échange dans les échanges commerciaux. Et donc vraiment, en tout cas, moi j'étudie surtout Paris. À Paris, les cages pour perroquets, c'est le début du XVIe siècle, on en trouve, pas dans tous les inventaires, mais on en trouve dans les inventaires des personnes les plus riches, oui. Et je me permets juste d'ajouter une petite chose sur ces sujets. Vendredi soir, et que vous retrouverez sur le site internet du festival, et en audio et en vidéo, il y a eu donc Marie, qui est présente, a fait une table ronde sur la question des collections d'oiseaux, qui a été captée en audio, comme toutes les conférences du festival sont captées en audio. Et là, il y a une table ronde sur la question des volières à la Renaissance, qui a été captée en vidéo cette fois-ci, qui était dans la salle des colonnes, que vous retrouverez rapidement sur le site internet du festival. Voilà. Merci à toutes et à tous, et merci beaucoup, Mesdames et Messieurs.